Bonjour et bienvenue pour cette conférence organisée par Auguste sur le thème « Les nouveaux usages pour mieux servir et attirer de nouveaux clients ». Alors, cela n'a échappé à personne depuis quelques années. Nos modes de consommation évoluent de façon très rapide. Réserver son taxi, son hôtel, son docteur même maintenant, etc. Les services à la personne sont encore à la traîne. On va voir un petit peu et défricher aujourd'hui. Alors, pour en débattre ici aujourd'hui, je vous présente, alors je vais commencer par là-bas, Jean-Paul Di Cristo, entrepreneur passionné. Jean-Paul a créé plus d'une dizaine d'entreprises et des milliers d'emplois en France et à l'étranger. Sensible à la transition démographique, il s'investit dans l'innovation sociale et la silver economy en menant des actions intergénérationnelles pour favoriser le mieux vivre ensemble. Et donc, il a lancé une société qui s'appelle #Inspiring, société de conseil dans les services à la personne. Albouri Ndiaye, passionné par le développement à la fois économique et social du secteur des services à la personne. Albouri est actuellement directeur de la plateforme CAP 92, qui fédère près de 80 entreprises de services à la personne, donc dans le département des Hauts-de-Seine. Il est docteur en sociologie, anthropologie et démographie. Nicolas Barret, à sa gauche. Depuis 2006, Nicolas a créé et développe le groupe Assist Alliance, qui est devenu en quelques années un acteur incontournable de l'aide à domicile dans le Grand Sud-Ouest. La société compte aujourd'hui 10 agences en région Nouvelle-Aquitaine et Occitanie et emploie environ 300 salariés. Et puis Karim Abicha, donc cofondateur d'Auguste en 2006. Karim actuellement développe depuis 2 ans nos solutions en Amérique du Nord. Il a d'ailleurs lancé il y a quelques mois la première place de marché de services opérée par des professionnels des services à Montréal. Voilà, donc je lui laisse la parole pour introduire le sujet d'aujourd'hui. Bonjour à tous et merci encore de votre patience. Et puis, après cette présentation, on fera place au débat avec nos différents interlocuteurs. Donc encore une fois, merci. Donc le sujet dont nous allons parler, je vais un peu le développer. Donc le monde change, ça a toujours été le cas, mais il se digitalise dans tous les secteurs et un petit peu dans tous les sens et de plus en plus vite. Les consommateurs se font de plus en plus connectés et je pense que vous en êtes les premiers acteurs également. De nouveaux modes d'usage commencent à se développer de plus en plus. Ça induit également la possibilité de développer de nouveaux modes de collaboration, d'imaginer de nouveaux business models également. Et évidemment, d'améliorer sa productivité, d'améliorer son rendement également, et de faire aussi également face au manque de main-d'œuvre, puisque l'idée avec la technologie, c'est d'améliorer également son organisation et ses processus. Maintenant, comment tirer parti effectivement de la 4e révolution industrielle? Quelles sont les nouvelles tendances technologiques? Alors à la fois de façon large, mais également celles qui existent dans le secteur des services à la personne. Qui sont ces nouveaux acteurs qui arrivent dans les services à la personne également? Quels sont les nouveaux outils également qui sont disponibles? Eh bien, on va vous partager un petit peu notre vision et de quelles sont les pistes qui commencent à s'annoncer et qu'on entrevoit aujourd'hui. Donc on va commencer par la révolution des usages, on en parle beaucoup, mais qu'est-ce que c'est exactement? Les plateformes, pareil, on en parle également beaucoup. Quelles sont-elles? D'où viennent-elles également? Est-ce que vous parlez numérique? On le verra également et on fera place ensuite au débat. Rapidement, une page de publicité, mais on fera très vite. Auguste. Donc nous, on est éditeur de solutions, conçues pour les services à la personne de manière assez générale, mais on développe aussi une expertise, on fait aussi des conférences sur le sujet, comment la technologie impacte les sociétés de services à la personne et le secteur en général. Donc on a plusieurs solutions historiques, Auguste Manager, les différentes couches. On est allé vers le e-commerce également pour accompagner nos entreprises vers ces nouveaux enjeux. Enjeux de plateforme également, donc solutions que nous avons également développées, que nous accompagnons également les entreprises dans cette visibilité sur le monde numérique, Internet, etc. Donc beaucoup de clients aujourd'hui, une plateforme robuste, à peu près 800 clients, alors pas dans le monde, en tout cas à l'international, et principalement en France et en Europe, et au Canada depuis 2017, où je suis aujourd'hui.
Donc la révolution des usages, qu'est-ce que c'est? Donc ça ne vous a pas échappé, il y a plusieurs choses qui se passent aujourd'hui, une révolution industrielle. On en est aujourd'hui à la 4e. Ce qu'on peut noter finalement, c'est qu'elles vont de plus en plus vite. Alors, on peut citer dans l'ordre la première révolution industrielle. Qu'est-ce que c'est? C'est les prémices de la mécanisation avec la vapeur, l'eau. Deuxième révolution industrielle, on arrive avec l'industrie automobile, les chaînes, etc., l'électricité. C'est l'arrivée de l'électricité. Et donc au début du XXe siècle. La troisième, un peu plus proche de nous finalement, avec l'arrivée de l'informatique dans l'entreprise, mais d'abord, on va dire dans les banques et dans les industries un petit peu lourdes. Et maintenant, nous en sommes aujourd'hui à cette 4e révolution industrielle. Alors que ce qu'on peut voir, encore une fois, c'est qu'elles vont de plus en plus vite. La première du XVIIIe siècle, début du XXe sur la seconde. Les années 70 ont vu arriver l'informatique dans leurs industries. Et aujourd'hui, voilà, on est dans celle des cybersystèmes. Alors qu'est-ce que c'est les cybersystèmes? C'est cette façon finalement de pouvoir agir à la fois d'un côté sur une machine, sur un ordinateur, et d'avoir une réaction finalement dans le monde réel, dans le monde physique. Pour vous donner un exemple, quand on clique sur son téléphone et qu'on commande un taxi, avec ce simple bouton, son simple pouce, on arrive à faire venir un taxi près de chez soi. Donc les cybersystèmes, c'est ça. Ça a l'air simple, mais il y a quand même toute une masse de technologie derrière. Et aujourd'hui, les cybersystèmes permettent aussi d'effacer totalement la technologie et de la rendre finalement accessible à tous. Ça, c'est une image que j'aime bien, donc, liée plutôt à la deuxième, cette deuxième révolution industrielle, où on voit dans cette première image aux États-Unis, à New York, des gens qui se déplacent. Donc ce besoin de se déplacer pas encore assez rapidement, mais en tout cas, ce flux de personnes qui se déplacent. Certains utilisent les chevaux, d'autres à pied. Et quelques années plus tard, on voit ces mêmes gens finalement qui se déplacent, mais avec un autre moyen de locomotion. Ce ne sont plus les chevaux, ce sont les voitures. Mais ce qu'on retient finalement, c'est que les usages ont seulement changé, mais le besoin de se déplacer, lui, est resté le même. On a besoin d'aller d'un point A à un point B. On y va de façon différente. Ce qu'on peut noter aussi, même si les usages sont restés les mêmes, c'est qu'on a cette volonté d'aller plus vite. Et de plus en plus vite, et on continue à vouloir aller de plus en plus vite dans ce même besoin qui est celui de se déplacer. Donc finalement, la technologie, elle ne se change pas les besoins, elle modifie uniquement les usages. Et comme je le disais tout à l'heure, on a ce besoin de vouloir aller de plus en plus vite tout le temps sur tout. Et donc, qu'est-ce que ça a créé? Ce besoin qu'on a tout le temps de faire les choses immédiatement et d'avoir une réponse immédiate. On s'en rend compte avec ces messageries qu'on appelle messagerie instantanée. Donc encore une fois, on est dans l'instantanéité. Et quand on ouvre notre application de messagerie instantanée, on s'attend à quoi finalement? À ce qu'on nous réponde tout de suite. Et ça, c'est un vrai besoin qu'on a. On reste dans cette attente de cette réponse immédiate, même quand on interagit avec nos amis ou dans le monde professionnel. Donc c'est quelque chose qui s'ancre de plus en plus. Autre phénomène qui montre effectivement qu'il y a une accélération dans cette appropriation de ces nouveaux usages et dans l'immédiateté, c'est évidemment la montée en puissance de l'informatique à la maison, parce qu'on a on est de plus en plus équipés, 81%, donc une baisse sur les portables, mais on voit une forte hausse sur les smartphones. Donc on veut dire que les Français sont en moyenne très très équipés, donc très très connectés. Et ce qu'on voit notamment aussi, c'est qu'on a 88% d'internautes en France. Donc 88% de la population est connectée. Ce qu'on peut noter également, c'est que les 12-39 ans, donc une partie finalement de vos clients, de nous, on est sur cette tranche-là 100% connectés. C'est-à-dire que les 25-40 ans sont tous connectés à Internet. Ils utilisent tous Internet tous les jours. Et qu'on est de plus en plus sur les smartphones, 42% sur les smartphones. Donc c'est quelque chose d'assez quand même important pour le prendre en compte dans son activité. Ce qu'on peut aussi noter, c'est cette forte croissance de l'appropriation du e-commerce. 61% des Français sont des e-commerçants. Et avec une forte augmentation aussi de tout ce qui est usage finalement des plateformes collaboratives. Toujours pour rester dans ce monde un petit peu de l'internet et de comprendre comment finalement
les clients, vos clients et nous consommons, c'est qu'on se rend compte qu'on a une consommation qui est devenue multicanal. Multicanal, ça veut dire on est à la fois en magasin mais aussi sur Internet. Et quand on compare finalement ces deux usages, on voit que 80% des consommateurs ont au moins un bout de leur parcours, voire la totalité, sur Internet. Et que seuls 20% sont en dehors, n'utilisent pas du tout Internet pour faire leurs achats. Et ce qu'on voit également, de façon que ce soit, on va dire, français ou européen, on a des chiffres qui sont très similaires, que 42% ne consomment que sur Internet, ne font leurs courses que sur Internet. Alors on pourrait se dire que finalement ça ne touche pas les services à la personne, que les services seraient peut-être un monde à part. Et non. Non, pas totalement. Pas totalement, puisque ce qu'on voit, quand un consommateur recherche un service, il le recherche à 72% sur Internet. Il utilise à 72% les moteurs de recherche pour trouver une société de service. Ce qui est intéressant également de noter, c'est que 60% des particuliers qui recherchent une société de service le recherchent pour un besoin immédiat. Donc, voilà, il va s'attendre à trouver une société tout de suite. Et donc ça c'est important parce que finalement, le besoin, la transformation peut se faire de façon très courte à partir du moment où on est accessible de manière immédiate. Alors qu'est-ce qui se passe maintenant sur les plateformes de services? Alors, une des questions qu'on peut se poser, c'est est-ce que ça va devenir le futur finalement des services à la personne? Est-ce qu'on va tous se plateformiser? Peut-être, j'ai pas encore la réponse. Mais ce qui est sûr, c'est que ça monte. Ça monte, c'est quelque chose qui était déjà visible il y a quelques années, puisqu'en 2015, quand on regarde les plateformes, c'était en troisième position, le plus fort gisement de croissance de plateformes. C'était en troisième. C'était déjà pas mal. Et on imaginait déjà à l'époque qu'en 2025, les services à la personne, à domicile, seraient en deuxième position vis-à-vis du nombre de plateformes qui arriveraient sur le marché. Ce dont on se rend compte, c'est qu'effectivement, c'est une tendance qui se renforce. Elle se renforce pas seulement en France, c'est un phénomène qui est, j'allais dire, quasi mondial. On est loin d'être une exception. Donc j'ai fait quelques recherches et j'ai regardé quelles étaient, on va dire, les plateformes principales en France. Donc on en voit quelques-unes ici. Ce qu'on voit également, c'est que, en Europe, il en existe aussi, et que des plateformes qui se sont créées ailleurs qu'en France arrivent également en France. Vous avez Helpling, qui est un acteur allemand qui est présent dans plusieurs pays aujourd'hui, qui a mis un pied aussi en France depuis quelques années. Vous avez Stuti, qui est un acteur français qui s'engage vers l'Europe, donc il y a une diffusion un petit peu dans les deux sens, mais vous avez aussi des plateformes qui viennent, on va dire, des États-Unis, Andy qui est la plus importante, Amazon qui est aujourd'hui la plus active, donc Andy qui arrive en Europe, qui est déjà là d'ailleurs, depuis un an ou deux déjà, et qui arrivera probablement en France. Vous avez Care.com qui est un acteur américain qui est plutôt dans l'aide à domicile, mais qui est aujourd'hui constitué comme une plateforme numérique, commencé aux États-Unis, qui est arrivé en Europe et qui est aujourd'hui également en France, et qui est la plateforme d'aide à domicile la plus importante aujourd'hui au monde. Et vous avez bien sûr Amazon, qui a une puissance de frappe qui est quand même assez exceptionnelle. Juste pour vous donner un chiffre, c'est qu'au bout de 3 mois, quand Amazon s'est installé dans 3 villes, il a réussi à faire 2 millions de services uniques en 3 mois. Donc il y a un besoin en fait, c'est-à-dire que le consommateur est friand de pouvoir commander, en tout cas est en attente de pouvoir commander en ligne des services. La révolution numérique, elle touche tous les secteurs. On l'a vu dans beaucoup de secteurs, les chauffeurs de taxi, on en a parlé, les services également à la personne, mais c'est un mouvement global, il n'y aura pas d'exception à la plateformisation de l'économie. Maintenant, c'est comment on en tire parti. Finalement, ça reste le même métier, ce sont les mêmes clients, mais elles inventent un nouveau business model. Donc elles ont une nouvelle proposition de valeur. Il y a un sens du service, j'allais dire, qui est exacerbé, mais là où on voit une grande différence, c'est que finalement, c'est le besoin du client qui est au centre de la plateforme. C'est-à-dire qu'on va considérer d'abord, mais comment je peux servir
le mieux possible le client en ne prenant pas forcément en compte les complexités de gestion que je peux avoir ou d'organisation. Mais je veux simplifier le parcours au maximum à mon client. Donc on maximise finalement l'expérience. Et on la rend le plus accessible possible. Ça veut dire qu'elle est forcément multiplateforme. Elle est évidemment sur Internet, mais elle est d'abord sur le mobile. Et souvent, ces solutions, ces plateformes arrivent d'abord sur le mobile. Et évidemment, l'idée d'être sur ce mobile, c'est pour offrir ce fameux service immédiat. Donc on arrive tout de suite, en quelques clics, je réussis à commander le service et avoir en tout cas une réponse à mon besoin. Alors, j'aime bien citer Amazon parce qu'il a cette vision finalement de simplifier au maximum l'usage pour le client. Donner quelques exemples, on a eu comme ça des projets à discuter avec des clients où on imaginait voilà, comment on peut offrir un service par exemple de jardinage à un client. Et quand on discute avec des entreprises de jardinage, souvent on nous dit bah oui mais il y a différentes prestations, il faut connaître la superficie du terrain, il faut tailler des haies, il faut broyer, c'est complexe en fait. Mais qu'est-ce qu'a fait Amazon? Vous voyez dans l'exemple, il propose uniquement d'acheter des heures de service. Le jardinage s'est réduit à un nombre d'heures qu'il achète. Peu importe que ce soit pour tailler des haies, pour tondre de la pelouse ou pour broyer des déchets, moi client, je veux avoir quelque chose le plus simple possible. Je veux acheter des heures. Et c'est tout. Pour les fenêtres, je cite un peu le même exemple parce que c'est aussi quelque chose de compliqué, et finalement compliqué dans la tête de l'entreprise. Bon, et j'en suis conscient, c'est pas quelque chose de facile, mais souvent quand on a discuté ce projet-là, même exemple, ouais mais pour vendre du lavage de vitres, c'est compliqué, parce qu'il faut connaître le type de fenêtre, à quelle hauteur les fenêtres sont, est-ce qu'on fait les deux côtés des fenêtres, est-ce qu'elles ont été lavées récemment, dans l'année ou pas. Donc pour le client, vous imaginez remplir le nombre de fenêtres que j'ai, le type de fenêtre, à quoi elles correspondent, je les ai lavées il y a longtemps ou pas. Bon, peu importe. Là, Amazon, pareil, il a simplifié au maximum. La question, c'est entre combien de fenêtres vous avez, dans quelle tranche vous êtes, entre 1 et 10 fenêtres, 10 à 20 fenêtres, et vous avez le prix, et c'est tout. Pas besoin de savoir quel modèle de fenêtre vous avez. Donc c'est là où il y a cet exercice également de style qu'il faut faire quand on veut aller vers le numérique. C'est aussi d'imaginer, en tout cas assez rapidement dans ses réflexions, je m'adresse à un client, comment je peux le faire de la façon la plus simple possible, sans avoir finalement ce besoin de se rassurer, parce que finalement quand on démultiplie les questions, c'est aussi pour se rassurer, on ne va pas se tromper sur le devis. Voilà. Sauf que là, avec Amazon, le dit, bon, peut-être que dans certains cas, je vais être un petit peu juste, voire je vais perdre de l'argent, mais globalement, je vais m'y retrouver. Donc d'avoir cette approche un peu globale et ne pas essayer finalement d'être rentable finalement sur toutes les opérations, sur toutes les commandes. Alors parlez-vous numérique. Alors le langage partiel, c'est quoi? Finalement, c'est quand un langage, il ne raconte pas toute une histoire. Là, pour l'exemple de l'écriture cunéiforme, là, les archéologues ont été hyper déçus quand ils ont réussi à le décrypter, parce que finalement, ça racontait pas beaucoup d'histoires, ça racontait un peu la vie des comptables. Il n'y a pas de poésie, il n'y a pas d'histoire, ils étaient incapables de dire comment les Sumériens vivaient à l'époque. Là, on est un petit peu dans le langage partiel, ou un langage qui raconte un bout de l'histoire. On n'est pas capable de comprendre, finalement, l'univers, tout l'univers qu'il y a autour. Et là, d'autres exemples, une note de musique, bon, faut être un petit peu un expert pour comprendre ce que raconte cette histoire-là également. Ou une formule mathématique, pareil, il faut être un expert. Ou l'informatique, il faut aussi être un expert pour comprendre finalement tout ce qui est écrit. Mais aujourd'hui, finalement, la tendance a changé, en tout cas pour l'informatique. L'informatique est devenue accessible à tous. Et le fait de ne pas parler, je vais dire numérique, et si vous ne parlez pas numérique, vous, en fait, vous rentrez dans ce langage partiel parce que vous n'êtes pas capable d'être compris par un consommateur qui, lui, a totalement intégré le numérique dans sa vie de tous les jours. Alors, juste pour faire un rapide panorama, mais on parle de quoi en termes de technologie? On verra celle qui impacte les services à la personne un peu plus tard, mais aujourd'hui, enfin, les consommateurs, nous sommes bombardés d'informations technologiques dans tous les sens. On parle de réalité virtuelle, de réalité augmentée, d'objets connectés, de voitures autonomes. Les premières voitures autonomes en série seront construites par le Chinois à partir de 2019. C'est-à-dire que les premières voitures sans volant vont arriver l'année prochaine. On parle de robots et d'intelligence artificielle.
des nouveaux moyens de paiement. Là, je cite un exemple qui a été fait en Espagne, où une caméra, vous passez à la pompe à essence, qui capte votre plaque d'immatriculation et elle est capable de débiter sur votre carte de crédit direct, sans besoin d'avoir passé à la caisse. Il y a la 5G qui va aussi amener de nouvelles applications. Donc ça va aussi bouleverser pas mal parce que ça va aussi permettre à des opérateurs technologiques d'apporter encore une fois des nouveaux usages en allant beaucoup plus vite. La 5G, c'est comme, c'est un peu la vitesse du câble, mais sur votre mobile. Donc ça va aller très très vite. Ça veut dire qu'on va encore pouvoir faire encore plus avec notre mobile. Donc le numérique a une autre particularité, avant de faire place au débat, c'est qu'elle permet d'accélérer la concurrence. Comme on l'a vu tout à l'heure avec certaines plateformes, c'est qu'elles peuvent arriver de n'importe où. Et n'importe qui, finalement, peut demain être un acteur 100% numérique dans n'importe quelle activité, y compris celui du service à la personne, sans absolument rien y connaître. On le voit avec Amazon, qui s'est lancé dans l'assurance, alors que c'est pas du tout son domaine. Ou avec Netflix, qui est arrivé très vite et qui a doublé tout le monde. Voilà, en moins de 10 ans, il a doublé la Fox, Disney, etc. Donc c'est quand même assez incroyable de pouvoir doubler des acteurs centenaires en une dizaine d'années. Ou des plateformes collaboratives qui arrivent un petit peu dans tous les domaines, ou encore un Sony qui va faire la concurrence à Uber au Japon. Donc tout ça, ça permet effectivement de se remettre en perspective et de se dire qu'il y a quelque chose qui se passe en ce moment, comment on en prend parti, qu'est-ce qui va se passer dans les services à la personne, en tout cas quel est l'impact plus particulièrement de cette technologie dans les services. Dans différents domaines, on a tendance à croire que dans l'aide à domicile, il n'y a pas grand-chose qui se passe, mais ici, il y a énormément de choses qui vont se passer. Et là, je vais laisser la place à Didier pour animer le débat. Je vous remercie pour votre attention. Je vais déjà poser la première question. Je vais me tourner vers Albouri pour lui poser la première question. On va revenir un peu plus terre à terre. La première question, en fait, c'est quelle est la place réelle de la technologie dans notre quotidien aujourd'hui, Albouri? Bonjour à toutes et à tous. Tout d'abord, je vous remercie de m'offrir l'opportunité de venir. Est-ce que vous m'entendez bien? Très bien. Donc voilà, je vous remercie de m'offrir l'opportunité de m'exprimer sur cette question. À savoir que nous, aujourd'hui, la technologie, en tant que sociologue, nous l'apercevons comme une opportunité pour l'être humain de faire plus vite, d'être dans l'efficience, d'être dans l'efficacité et surtout tout simplement de simplifier sa vie, de simplifier le quotidien des personnes. Et lorsque nous mesurons l'impact de la technologie, du numérique à l'aune de la personne âgée, qui est souvent en dépendance, qui est en perte d'autonomie et qui a besoin aussi de continuer à vivre, d'accéder à ses droits et surtout d'être bien à domicile. Parce que, comme vous le savez, il y a pas mal d'études qui ont été publiées là-dessus par la DARES, par l'INSEE. Ces études expliquent que la courbe des âges va s'allonger sans cesse. Donc on va arriver de plus en plus, âgés et en bonne santé. Mais aussi, il y a l'apparition de certaines maladies, comme les maladies neurodégénératives, qui vont confiner une certaine partie d'entre nous dans des situations de grande dépendance. Et là, dans ce cas-là, l'outil informatique, l'outil numérique peut se révéler être un excellent compagnon, mais surtout une excellente chose pour la simplification de notre vie. Et d'un point de vue général, les aînés, les personnes âgées montrent un usage assez différencié par rapport à la technologie. D'abord, cette technologie porte finalement en elle-même une certaine ambivalence qui est faite de peur, d'angoisse, de rejet. On se dit, par exemple, j'ai pas envie que mes données, souvent on entend des personnes âgées dire, j'ai pas envie que mes messages, que mes codes bancaires, que mes secrets se trouvent sur la toile. Donc il y a cette perception de rejet et d'angoisse. Donc nous, en tant qu'aujourd'hui professionnels des services à la personne et en tant que directeur de plateforme, lorsque nous rencontrons les entreprises qui sont chez nous, d'abord la première chose que nous faisons, c'est de mesurer d'abord leur degré de digitalisation, de savoir quel est leur niveau de perception et de familiarité avec l'outil numérique.
et ensuite de voir comment est-ce qu'il passe le message à travers une pédagogie auprès des personnes âgées. Et on se rend bien compte qu'il y a véritablement un gap. Donc pour répondre à votre question de manière précise, je dirais que la technologie, le numérique, occupe aujourd'hui une place prépondérante auprès des personnes âgées, mais que cette place prépondérante est un peu édulcorée par une certaine appréhension liée à une méconnaissance de la technologie, mais aussi liée à une absence de contrôle de cette même technologie. Finalement, alors, dans les données, par exemple, ça peut être un exemple très parfait. Alors justement, on va essayer de passer sur un cas concret. Je vais passer la parole à Nicolas, donc président d'Assist Alliance, donc société d'aide à domicile. Concrètement, quelle place faites-vous à la technologie et aux nouveaux usages dans votre groupe? Alors, pour parler concrètement de la digitalisation dans les structures de service à la personne, c'est à mon sens quelque chose d'extrêmement important. Pour deux raisons. D'une part parce que les usages, on parlait tout à l'heure fort justement des besoins qui sont les mêmes et qui vont rester les mêmes. Par contre, on voit bien qu'il y a une évolution des usages. Et il ne faut pas perdre de vue que dans les services à la personne, le client ou le bénéficiaire d'aujourd'hui sera en tout cas bientôt majoritairement le même que celui qui utilise Amazon. Donc la première des choses qu'il faut ne pas oublier, c'est ce côté usage. Donc ça, c'est la chose, premièrement, très importante pour nous. Ça a été de dire, est-ce qu'aujourd'hui, au monde, au jour où nous utilisons Airbnb, Amazon, où en sommes-nous de nos pratiques et de celles que nous pratiquons à nos clients? C'est une question qu'on s'est posée et qui en vérité nous a effrayés. Parce que quand on s'est regardé en se disant mais quels consommateurs sommes-nous devenus et qu'on a vu nous en tant que structure de SAP ce qu'on proposait à nos clients, on se dit il y a un décalage qu'il va falloir très rapidement combler. Ça a été la première réflexion et la première piste d'action. La deuxième, ça a été de voir dans le service à la personne, je fais une petite parenthèse, on le sait, on a aujourd'hui des difficultés à correctement valoriser nos services par rapport à leurs coûts. On a des problèmes de valeur ajoutée. Et la question qu'on s'est posée, c'est comment continuer à grandir, dans notre cas, tout en essayant aussi de rationaliser au mieux possible notre structure. Et le deuxième point important que je voulais souligner sur la digitalisation, c'est que c'est un outil formidable pour aujourd'hui mieux gérer sa structure. À titre personnel et au niveau d'Assist Alliance, on a connu une croissance très importante pendant 7, 8, 9, 10 ans. En tout cas, on a été en croissance continue. Et on s'est bien rendu compte que plus on grossissait, et plus finalement on se retrouvait avec une rentabilité qui s'érodait. Parce que on était contraint d'augmenter notre organisation, en tout cas notre charge d'organisation, proportionnellement à notre chiffre d'affaires. Et c'est en touchant aux outils numériques qu'on s'est rendu compte qu'on pouvait à la fois continuer à grandir tout en continuant à proposer des prestations de qualité, mais à la fois en réduisant nos structures de back-office. Et ça, c'est le deuxième point très important, c'est la rationalisation du coût, puisqu'elle permet finalement d'inclure dans l'organisation de la structure l'usage du bénéficiaire, du client. Merci Nicolas. Alors justement, je vais m'adresser à Jean-Paul qui a lui aussi une vision un peu plus large puisqu'il accompagne un certain nombre de structures de services à la personne. Comment les entreprises aujourd'hui de services à la personne en général appréhendent la technologie justement, d'après vous? Alors, bonjour à toutes et tous déjà. Vous m'entendez bien aussi ou pas? Oui. On va essayer de répondre à cette question. Alors moi j'ai un parcours un peu différent des autres intervenants. Je suis aussi le fondateur d'un groupe de services à la personne qu'on a créé en 2007, qu'on a monté jusqu'à 400 salariés. Et aujourd'hui, on a créé cette entreprise de consulting, d'audit, qui vient un peu en aide aux structures de services à la personne en France qui ou subissent des fortes croissances ou ont des problèmes organisationnels. Enfin bon, bref, les sujets sont variés, mais souvent on revient sur ce que tu disais aussi. C'est vrai que les outils de pilotage, appelons ça comme ça, sont quand même la clé à date. Il y a encore beaucoup de structures en France qui fonctionnent, ça peut paraître idiot, mais c'est la réalité, avec du tableur Excel, avec beaucoup de papier, on fait signer les intervenantes au domicile, etc. Et ça, Nicolas parlait de valeur ajoutée, c'est un temps précieux
qui n'est pas consacrée aussi bien auprès des intervenantes et aussi surtout auprès des bénéficiaires. Donc il y a quand même une vraie, pour le coup, il y a un vrai décalage entre les technologies actuelles portées comme des entreprises comme Auguste, qui sont sur le secteur depuis plus de 10 ans maintenant, je crois qu'on a créé à peu près en même temps, et la réalité du terrain sur des entreprises ou des associations, des CCAS en zone rurale, où on a l'impression qu'on s'est arrêté encore à une époque qui, pour le coup, épuise les coordinatrices, pour ceux qui sont du métier, parce que les coordinatrices, quand même, c'est elles qui pilotent en direct les plannings des intervenantes et des usagers. Et aujourd'hui, arriver à les doter d'un outil intuitif, fun, inspirant, ça n'a que des effets bénéfiques. Encore faut-il faire cette démarche-là et la faire connaître. C'est aussi l'une de nos missions dans nos activités qui permettent d'avoir une meilleure efficience au domicile des particuliers. Merci. Karim, comment pourrait-on segmenter ces entreprises par rapport à leur appréhension de la technologie? Alors, il y a trois grandes masses, mais il y en a une qui est beaucoup plus grande que l'autre. Vous avez les promoteurs, ceux qui s'approprient la technologie et qui ne vont pas, qui sont assez moteurs. On va dire que quelque chose sort, ils vont l'essayer, ils vont le déployer dans leur entreprise assez rapidement, finalement. Donc, on a des vrais moteurs. Ça représente, on va dire, 10% des entreprises. Vous avez cette grande masse de 80% qui sont, on va dire, ce qu'on appelle chez les organisations le ventre mou, et c'est ceux qui veulent être rassurés, ils veulent ne pas être les premiers, de dire bon, on va attendre, on va regarder comment les autres s'en sortent, et ensuite on va peut-être y aller. Donc on a les observateurs. Et ensuite vous avez les freins, ceux qui n'iront jamais, qui sont réfractaires à tout changement. Donc voilà, c'est les 10 derniers pourcents qui ne veulent juste pas en entendre parler. Donc on voit bien qu'on a peu d'acteurs aujourd'hui qui veulent vraiment se lancer le défi de la digitalisation. Alors justement, donc on voit bien qu'il y a des résistances. Quels sont les facteurs, quels sont les freins aujourd'hui? Albouri, par exemple? Donc aujourd'hui, si on mesure cela, les freins, à l'échelle par exemple, des entreprises, c'est lié aussi à la problématique du coût. Parce que, comme vous le savez, les services à la personne sont constitués de beaucoup de petites et moyennes entreprises qui n'ont pas parfois tout le luxe de se payer un outil de télégestion mobile, bien que ce soit important pour l'optimisation des process, pour la performance même de l'entreprise en tant que telle. Mais aujourd'hui, il y a ce premier frein qui est lié au coût. L'autre frein, c'est un frein qui touche directement les intervenants de terrain. Parce que, depuis un certain nombre d'années, nous parlons beaucoup de digitalisation du secteur, de transition numérique et même de transformation digitale. Mais je pense que la réflexion doit aussi s'orienter vers comment est-ce que les intervenants de terrain, nous allons les accompagner à se familiariser avec l'outil en tant que tel. Et donc, ce qui me permet de parler de la nécessité de les former aux usages du numérique. Parce qu'aujourd'hui, si vous vous rendez dans une structure basique de service à la personne, l'ensemble des formations sont concentrées sur les tâches, on va dire, quotidiennes, le ménage, le repassage, les gestes et les postures. Mais finalement, une petite enveloppe est allouée à tout ce qui touche à comment utiliser par exemple une tablette numérique. Donc nous, du haut de notre posture de plateforme départementale, on observe comme ça le déploiement du numérique au sein des entreprises et au sein des structures de services à la personne et d'aide à domicile. Et nous nous rendons compte qu'il faut professionnaliser le dirigeant, l'intervenant de terrain, mais surtout il faut également, on va dire, éduquer la personne âgée à un meilleur usage du numérique, parce que comme vous le savez, on parle souvent de fracture numérique. Et bien cette fracture numérique-là, elle touche de plein fouet les personnes âgées. D'une part, c'est pas de leur génération, et ça nous pouvons parfaitement le comprendre, mais lorsqu'on regarde les grandes études démographiques qui disent que la génération du baby boom va aujourd'hui arriver à une situation dans laquelle ils seront en demande de prestations d'aide à domicile,
eh bien, ces générations du baby boom auront un usage, on va dire, différencié du numérique, parce que ce sera leur génération. Donc, il faut des moyens, il faut une pédagogie aussi, une pédagogie. Parce que pour ceux qui touchent les données de la santé, par exemple, l'idée c'est de dire qu'il est vrai que le législateur a accompagné toute cette transition-là en disant que, écoutez, nous allons protéger les données, il y a le dossier médical partagé, etc. Mais en tant que professionnel, entreprise, sociologue, universitaire, développeur, notre responsabilité aussi, c'est de rassurer, de dire que vos données seront bien sauvegardées. Dès lors qu'on évoque, qu'on mentionne le nom du médecin traitant d'une personne, on est déjà dans la donnée. Donc avec la loi sur la RGPD, il y a toutes ces précautions que nous devons prendre pour assurer les populations et les personnes âgées. Alors, justement, je rebondis là-dessus. Par rapport aux personnes âgées, Nicolas, quand on préparait un petit peu cet entretien, vous me disiez que certains clients, en tout cas, avaient peur, finalement, en tout cas, l'humain soit remplacé à terme par des robots. Qu'est-ce qu'il en est sur le terrain? Oui, c'est ce que on disait tout à l'heure. Il y a ce paradoxe lié aux nouvelles technologies, c'est qu'à la fois on en est très attiré et par moments on peut en avoir très peur. Le déploiement des nouvelles technologies, on a pu en faire l'expérience de prime abord, notamment auprès des financeurs. Il a pu parfois inquiéter. Je ne dirais pas des financeurs, plutôt politiques. Ça a été de laisser, d'avoir peur qu'en soutenant des déploiements digitaux, on aille remplacer l'auxiliaire de vie, qui est un lien social important pour le bénéficiaire, par tout type d'outils, que ce soit de l'intelligence artificielle, voilà. Et effectivement, c'est quelque chose qu'il a fallu appréhender et surtout d'essayer d'expliquer que c'est finalement un redéploiement de la valeur ajoutée. Et nous, chez Assist Alliance, notre politique est d'utiliser les nouveaux outils numériques pour concentrer l'humain là où il est indispensable, c'est-à-dire au plus proche de notre bénéficiaire et au plus proche de nos salariés et de nos futurs salariés, et de considérer que tout ce qui est mutualisable, tout ce qui est automatisable, doit être géré par l'intelligence artificielle, par la machine. Et c'est, pour en revenir au modèle économique du service à la personne, aujourd'hui on sait que, d'une manière générale, on avance positivement, mais on sait que les services à la personne ont encore des difficultés dans la construction de leur modèle économique. Cette quatrième révolution industrielle est une chance pour nos services, parce qu'elle va pouvoir à la fois nous permettre de profiter de besoins très importants pour les années à venir, avec la possibilité de gérer bien, de gérer mieux et plus longtemps, ce qui n'est pas encore le cas aujourd'hui. Alors, merci Nicolas. Alors Karim, je me tourne vers le technicien, l'éditeur de logiciels. Qu'est-ce qu'il faut pour une entreprise pour justement accepter cette technologie et en tirer parti? Comment on fait? Est-ce qu'il faut accompagner d'une certaine mesure cette technologie? Oui, il faut, j'allais dire, nécessairement l'accompagner, il faut l'expliquer. Enfin, c'est ce qu'on fait depuis, en tout cas chez Auguste depuis quelques années déjà, d'expliquer que le numérique a un impact important et continuera à avoir un impact de plus important dans les services à la personne. C'est une transformation qui a commencé déjà il y a une dizaine d'années et qui s'accélère depuis ces 3-4 dernières années. Donc il y a cette promotion qu'il faut faire, il y a comment je pourrais dire, tu me parlais justement de repenser un peu ces pratiques d'organisation, oui, de modèles tarifaires, etc. Tout à fait. Et c'est vrai qu'il faut, alors déjà l'appréhender, la comprendre, et pour l'intégrer, c'est vrai qu'on en fera une meilleure intégration si on repense effectivement son mode d'organisation. Et c'est vrai que le numérique va permettre un nouveau mode d'organisation qu'il faut comprendre. C'est-à-dire, le numérique permet d'imaginer une organisation, ce qu'on appelle en réseau. C'est-à-dire que vous allez être multicanal, c'est-à-dire qu'on va pouvoir effectivement être connecté à différents acteurs par différents moyens, que ce soit, j'allais dire, le téléphone, Internet, une autre plateforme. Donc, on est multi-connecté, donc on est en réseau. Là où avant, nous avions une organisation qui était plutôt pyramidale. Donc, il faut imaginer, on a un point de contact, et ensuite, qui est ce qu'on appelle l'organisation plutôt administrative, ce qu'on a dans nos belles administrations en France, où vous avez un point de contact qui concentre tout et qui essaye de redispatcher au reste. Mais forcément, quand on a un point de contact,
on a un nœud, on a un entonnoir et forcément ça va beaucoup moins vite. Alors que quand on est, on va dire, en réseau, on démultiplie finalement sa surface de contact et on est capable de gérer beaucoup plus d'informations, beaucoup plus de flux, beaucoup plus de clients. Donc c'est aussi ça qu'il faut avoir à l'esprit également, quand on parle de numérique, en tout cas dans l'entreprise. Jean-Paul, je me tourne vers Jean-Paul. Quelles est, d'après toi, les technologies qui impacteront le plus le secteur des services à la personne dans les années à venir? Bon, je vais pas faire de la pub pour Auguste, mais il y a déjà beaucoup de choses qui existent aujourd'hui. Puis bon, vous l'avez présenté tout à l'heure, donc je vais pas faire de redondance. Mais ce qui est certain, ce qu'a soulevé Nicolas est assez capital. Mais je vais pas répéter, mais c'est quand même ça sur ce point qu'il faut insister. Toutes les tâches administratives, de suivi de planning, on va rentrer un peu dans le micro d'une gestion d'entreprise. Tout ce qui peut être lié à la facturation, à la préparation des payes, etc. Tout ça, il faut effectivement l'informatiser, le digitaliser, appelons ça comme on veut. D'ailleurs, je pense que le problème de fond vient du vocabulaire, déjà. Autant essayer de l'employer avec des mots plutôt simples. C'est ce qu'on fait, nous, quand on intervient dans les structures. Parce que quand on arrive sur des dirigeants de structures ou des équipes qui ont eu des pratiques ultérieures pendant une trentaine d'années, le vocabulaire a un vrai sens. Et c'est toute la technicité à montrer que si on investit dans cette technologie-là, on gagnera en temps sur d'autres tâches qui étaient faites de manière un peu laborieuse. Et aujourd'hui, effectivement, commander un service en ligne, suivre son intervenante en ligne, ça sera l'avenir, et c'est déjà ce qui se pratique dans les structures. Enfin, pour le citer la nôtre qui est autour de Bordeaux dans les services aux personnes, aujourd'hui tout est automatisé. Du planning de l'intervenante, on arrive jusqu'à la paye, jusqu'à la facturation, au suivi des temps d'intervention, au suivi des intervacations, des calculs de kilomètres entre un domicile A et un domicile B. Donc tout cela existe aujourd'hui. Maintenant, il faut effectivement le rendre un peu plus populaire, un peu plus facile d'accès, mais dans l'approche en fait. En le familiarisant au maximum et en montrant aussi cette notion, pour finir, pour être trop long, d'efficacité économique et sociale. C'est intéressant de mettre toujours ces deux capteurs en relief. Souvent, quand on arrive dans les structures, il y a un vrai déséquilibre entre les deux, et la technologie permet de rééquilibrer tout simplement. Une coordinatrice aujourd'hui avec des outils informatiques, ou un directeur d'agence ou une directrice, peut avoir vraiment d'autres tâches que ce qu'elle faisait ou ce qu'il faisait il y a 5 ans. Et se consacrer à l'humain, on en revient là, mais à l'humain, c'est-à-dire aux salariés, parce que la réalité de nos structures, c'est quand même de recruter des salariés, de les former. Avoir des clients, pour parler comme ça, c'est pas compliqué. On peut vite faire grossir une structure facilement dans tous les territoires de France. Par contre, trouver cet équilibre, ça nécessite une technicité, une expérience. Et je pense que c'est la clé pour que ces nouvelles technologies soient plus acceptées et plus utilisées. Mais enfin, on y va à 400 à l'heure de toute façon. Vous en êtes les exemples avec finalement toutes les améliorations que vous proposez depuis des années. Ça, c'est l'expérience utilisateur pour le coup. Quand on a commencé il y a 10 ans, ça n'avait rien à voir avec les modules qu'on a pu intégrer par la suite et la capacité à s'adapter aux besoins aussi des entreprises. Donc ça, c'est une des forces des entreprises qui sont dans ce secteur-là. Donc, si je résume aussi un petit peu ta pensée, c'est que avant de s'attaquer à d'autres chantiers plus ambitieux, il faut d'abord maîtriser son cœur d'activité, sa gestion, l'automatiser, la rendre plus productive, et ensuite on a plus d'humains, on a plus de digitalisation vers les clients, etc. Très clairement, il y a 40 000 structures en France de services à la personne à peu près. On va tomber après 45 000, 50 000. Ce qui serait intéressant, c'est d'avoir la donnée sur les 40 000, combien déjà on franchit le premier pas, ne serait-ce que mettre la télégestion pour l'intervenante avec le télépointage au domicile, etc., qui automatise déjà quasiment un temps plein pour une agence de 50 salariés. Voilà. Nicolas, une réflexion par rapport à ces technologies qui impacteront l'avenir? Il n'y aura pas selon moi, de pérennité du secteur long terme si on n'intègre pas très vite des nouveaux outils. C'est pour moi, c'est capital, parce qu'aujourd'hui on voit bien, tout à l'heure on parlait toujours on revient sur les usages. Moi je vois arriver dans les années à venir des plateformes comme Amazon Home, on a déjà cet outil entre voisins. Voilà,
ces plateformes-là qui aujourd'hui répondent aux mêmes besoins que celui auquel nous nous efforçons de répondre. Hein. J'ai un besoin en compétences. Aujourd'hui, est-ce que dans un avenir proche, je vais passer par cet outil ou structure apparentée ou identique, ou est-ce que je vais continuer à passer par mon agence de service à la personne, et pourquoi? Et si on veut être là demain et ne pas être rayé de la carte, comme on a pu voir des acteurs très importants l'être en très peu de temps, hein, ces dernières années, je crois que il faut qu'on intègre à chaque étage de la fusée service à la personne, entreprise de service à la personne, ces nouvelles technologies. Selon moi, c'est pour des raisons d'organisation, d'une part, de rationalisation, mais également de réponse à des attentes. Merci. Karim, une petite réflexion sur ce sujet? Oui, déjà on parlait un petit peu de robots pour remplacer l'humain. Je pense que dans les services à la personne, c'est pas pour demain. Je pense que dans les services à la personne, il y a cette petite particularité, si on peut dire, que il y a une intelligence émotionnelle qui n'est pas encore celle des robots. Donc il faudra encore un petit peu attendre pour ça. Mais après, on peut imaginer, et c'est déjà le cas, hein, que les objets connectés rentrent de plus en plus dans la maison, hein, domotique, etc. Donc il commence à y avoir des choses, hein, avec Echo, Google Home, etc. Et un autre phénomène qui peut arriver, mais comme on dit, hein, quand un secret est connu par tous, c'est plus un secret. Et quand le mobile équipera tout le monde, le mobile sera mort. Et donc, qu'est-ce qui viendra après? Donc, il y aura des choses qui vont arriver. Ce sera, pour moi, je pense, l'absence totale de device dans les mains. Évidemment, la voix sera, je pense, un des premiers médias de communication avec le monde virtuel. Merci. Une dernière petite question sur les modèles d'organisation des entreprises de services à la personne. Albouri, d'après vous, sont-ils amenés à évoluer dans l'avenir, justement? On en a un petit peu parlé, mais est-ce que vous voudriez rajouter quelque chose sur ce point? Après, je vais rejoindre ce que disait Jean-Paul tout à l'heure, par rapport au fait que les entreprises avaient un degré de digitalisation extrêmement différent. Il y a certains qui sont encore au fichier tableur, d'autres sont beaucoup plus évolués, ils ont le logiciel de Auguste. Mais entre les deux, je pense qu'il y a une certaine moyenne de personnes qui souhaitent s'engager, mais qui hésitent à franchir le pas. Alors moi, ma communication, j'aimerais l'articuler autour du recrutement. Parce que aujourd'hui, lorsqu'on parle de la technologie, on parle vis-à-vis des chefs d'entreprise, c'est vrai, mais vis-à-vis aussi de l'organisation du travail concrètement au sein de la structure. Et c'est vrai que les SAP représentent aujourd'hui 5% du PIB, au même titre que le BTP. Donc c'est un secteur qui est en pleine croissance et en pleine expansion. Mais encore faudrait-il dire que nous peinons beaucoup aujourd'hui, en tout cas nos entreprises ont du mal à recruter. Ils ont du mal à trouver des profils et surtout ils ont du mal à fidéliser les salariés qui sont déjà en poste. Parce que souvent il y a une idée, il y a des stéréotypes comme dans n'importe quelle partie de la société. Les services à la personne, ça rémunère pas très bien. Les services à la personne, on n'évolue pas. C'est-à-dire on est limite condamné à être intervenant de terrain durant toute sa vie. Alors nous, en tant que plateforme, notre responsabilité aussi, c'est de travailler dans la valorisation de la filière, dans la valorisation des métiers. Et dans les années qui viennent, pour rejoindre votre question, on ne parlera plus d'intervenants à domicile, mais plutôt d'opératrices à domicile. Parce que la personne âgée aura besoin de faire ses courses en ligne. Si on forme en amont l'aide à domicile à comment aller faire des courses en ligne, ça va créer déjà une autre étape dans la relation d'aide, finalement. La notion d'opératrice à domicile aussi, parce qu'aujourd'hui, on se rend compte que, c'est ce que disait Karim, on est dans l'ère de la e-administration. Les impôts sont dématérialisés, les aides sociales sont dématérialisées, les démarches administratives, et même d'un point de vue de l'accès aux droits, dans le concept de l'e-administration, le fait de former aussi l'intervenant à domicile à déclarer les impôts en ligne, ça va permettre à la personne âgée de mieux accéder à ses droits. Et surtout, si c'est une personne âgée qui est atteinte de la maladie d'Alzheimer, on pourrait l'aider à retrouver ses facultés mémorielles
par un usage du numérique et de la technologie. Mais bon, vous disiez tantôt que les robots ne sont pas encore à domicile, vous avez parfaitement raison. Mais dans d'autres pays, comme en Asie et aux États-Unis, aujourd'hui, il y a des robots qui sont achetés à domicile pour, par exemple, ranger les courses. Donc, il y a même eu, la dernière fois, je regarde une émission sur la CNN, il parlait du jugement d'un robot qui était chargé de ranger les courses chez une personne âgée et qui a complètement fracassé le frigo. Donc, le statut juridique du robot aussi, on devra, dans les années qui viennent, aussi réfléchir. Merci. Alors, pour conclure, avant une petite démonstration et une petite nouveauté à vous présenter juste à la fin, il nous reste 5 minutes pour la dernière question. Alors là, libre à vous de me dire qui veut répondre. Donc, on en revient sur le thème de cette conférence. Quels moyens aujourd'hui pour attirer de nouveaux clients dans les services à la personne et bien sûr les fidéliser? Quel moyen pour... il faut aller... Ce qui a fondamentalement changé aujourd'hui par rapport à hier, c'est que dans la communication d'autrefois, qui n'a que quelques mois en fait, quelques années, on se contentait d'être au rendez-vous du besoin du client. C'est-à-dire on avait une offre de service et on attendait que le client vienne à nous. Et pour ça, il fallait être visible. Ce qui a changé ces dernières années, mais vraiment avec un tout petit S à année parce que c'est très récent, c'est qu'aujourd'hui, il faut être sur le chemin du client quand il a son besoin. Le graphique l'exprimait très bien. Aujourd'hui, les gens, ils vont sur Internet, ils ont un besoin de suite et ils veulent une réponse de suite. Comme lorsque l'on veut commander quelque chose sur Internet, on veut la réponse, l'achat, la livraison le lendemain, c'est comme ça. Donc, ce qui modifie les usages, c'est les canaux de communication. Et force est de constater qu'aujourd'hui, c'est sur le web qu'il faut être présent. Aujourd'hui, ça sera peut-être différent demain avec je ne sais quel autre outil, mais aujourd'hui, c'est sur Internet qu'il faut être. Et surtout, parler de son client. Nous, dans notre manière de communiquer, on a vraiment changé les choses, c'est-à-dire que les gens ne s'intéressent pas à qui nous sommes, ils veulent qu'on s'intéresse à eux qui ils sont. Et partant de là, dès lors qu'on est au rendez-vous de leurs problématiques au bon moment, eh bien, ça matche immédiatement. Moi, je pense que c'est assez complet, sauf le bruit. Non. Très bien. Eh bien, écoutez, s'il n'y a plus de... Karim, tu veux ajouter un petit mot? Non, j'ai juste peut-être s'il y a une question ou deux. Non. Donc c'est qu'on a été super clair. Alors, du coup, si vous voulez bien, je vais vous montrer une petite vidéo de ce que pourrait être demain l'usage, en tout cas des nouvelles technologies dans le domicile. Je vous laisse découvrir et on pourra accueillir quelques questions juste après. C'est une avant-première, c'est ça? C'est une avant-première. Exactement. D'accord. On a de la chance alors. Alexa, ouvre Auguste. Bienvenue chez Auguste. Que puis-je pour vous? Je voudrais commander une prestation de babysitting. Pour quelle date souhaitez-vous votre prestation de babysitting? Après-demain. S'agit-il bien du 28 novembre? Oui. À quelle heure doit débuter la prestation? À 19h. Pour combien de temps? Pour 4 heures. Clémentine n'est pas disponible ce jour-là. Souhaitez-vous que je recherche un autre intervenant? Oui. Je vous envoie une sélection d'intervenantes sur votre mobile. Vous voulez commander une autre prestation babysitting? Non, merci. Merci, à votre service.
un des exemples de ce qu'on développe, hein, il y en a beaucoup d'autres. Un client, bien évidemment, pourra commander n'importe quelle prestation, pourra interroger son planning, pourra annuler une prestation. Une intervenante au domicile pourra pointer son arrivée, pointer son départ. On imagine plein d'usages. Tout ça est connecté en direct avec les logiciels métiers de gestion Auguste. Et donc aujourd'hui, on utilise la borne Echo d'Amazon, mais bien évidemment, dans les semaines et mois à venir, on va déployer ces systèmes-là sur tous les systèmes d'assistants vocaux du marché. Voilà. Juste pour préciser, hein, c'est loin d'être un gadget, ça s'inscrit vraiment sur l'intégration de la technologie, notamment pour les personnes âgées, hein, qu'on passe cet accès facile voilà, au mobile, à la tablette, etc. Voilà. Là, on revient, j'allais dire, aux bases demandées et vous l'aurez. Et donc là, c'est possible avec l'intégration des technologies de l'intelligence artificielle, avec notamment Echo, mais avec d'autres bientôt. Voilà. Est-ce qu'il y aurait une question dans la salle éventuellement, avant qu'on clôture cette conférence? Vous êtes tous convaincus, c'est merveilleux. Merci pour votre attention. Il n'y a plus qu'à, merci. Et bonne fin de salon. Merci à vous.